Dans les années 1850, le château de la Roche-Guyon appartient au duc François XIV de la Rochefoucauld, marié à Zénaïde de Chapt de Rastignac. Ils reçoivent parfois des visiteurs qui viennent de Paris, depuis la récente ouverture de la ligne de chemin de fer, qui relie 4 fois par jour la Roche-Guyon à Paris, en 3 heures depuis la station de Bonnières. Depuis 1733, le rempart Est s'ouvre sur une entrée monumentale, conférant un prestige certain au château. Sous la surveillance d'un domestique, les visiteurs gravissent les marches, leur permettant d'accéder au salon. Ah, mesdames, nous entrons dans ce château visité par tant de rois, de philosophes et de scientifiques. Cet escalier est d'une grande élégance. Dans la salle des gardes sont installés des fauteuils et des bancs style Louis-Philippe. On peut y découvrir les portraits d'ancêtres de la famille de la Rochefoucauld, comme celui du fils de François VII de la Rochefoucauld, l'auteur des fameuses maximes qui ont tant fait parler d'elle dans les salons parisiens. Un grand poêle en faïence blanc à décor de coulées bleues datant du siècle précédent trône au fond de la salle. Rendez-vous compte, la duchesse d'Anville a connu de son vivant le décès de ses 3 enfants. Oh mon Dieu, quel malheur! La duchesse d'Anville a fait redécorer le grand salon dans le goût néoclassique alors en vogue. Les murs sont rythmés de pilastres, rappelant l'architecture gréco-romaine. 4 superbes tapisseries d'Esther, issues des ateliers des Gobelins, y sont enchâssées dans des boiseries de bois doré. C'est là qu'elle recevait ses hôtes, philosophes, scientifiques, pour discuter des nouvelles idées des Lumières. J'ai fini de déchiffrer la partition de Monsieur Bizet. Parfait, nous pourrons chanter ce soir l'air des pêcheurs de perles. La chambre Henri IV n'a guère changé depuis que le roi y a séjourné. Un bureau, une garniture de cheminée, quelques fauteuils et un miroir vénitien. Et surtout, ce lit dans lequel le roi a couché, recouvert en satin jaune et entouré de rideaux de diverses couleurs. C'est là qu'a dormi notre bon roi quand il courtisait la marquise de Guercheville. Savez-vous que pour lui échapper, la marquise n'a pas hésité à traverser la Seine pour aller dormir à la vacherie? Oh, quelle audace! Les chapelles viennent d'être aménagées par Louis-François Auguste de Rohan. Après de terribles malheurs, il avait pris la résolution de se vouer à Dieu. Le château fut pour lui un lieu de retraite spirituelle et mystique. La chapelle Notre-Dame-des-Neiges est dédiée au service religieux et la chapelle de la Passion à la prière. Sur l'autel s'élève une grande croix en bois sur laquelle est jeté un linceul ensanglanté. Le cardinal venait s'y recueillir dans le silence, que seul le bruit sourd et monotone de la chute d'eau dans le réservoir venait atténuer. Le réservoir d'eau est légèrement en contrebas. L'eau vient de Chérence, amenée par un aqueduc de 3500 mètres de long. Aménagé par Alexandre de la Rochefoucauld, le réservoir permet d'alimenter en eau le château, le potager et la fontaine du village. Ne vous en faites pas, ma chère, vous n'avez rien à craindre. Vous savez, c'est un grand confort que monsieur le duc nous a apporté. Dans le jardin anglais conçu par la duchesse d'Anville, de charmants reposoirs aux parois garnies de coquillages ont été prévus pour faire des haltes. Oh, mais regardez donc ce rapin qui griffonne dans le roc. Enraciné dans la falaise crayeuse, le vieux donjon bâti au XIIe siècle pour contrôler la frontière qui sépare le royaume de France du duché anglo-normand est devenu un lieu de promenade. Que fais-tu, garnement? Viens, nous allons mendier dans la tour.
La vue y est imprenable, très cher. Ah, je suis un peu lasse. Ne m'attendez pas. La tour n'a pas été épargnée pendant la Révolution. Partiellement démontée, la végétation l'envahit peu à peu, comme un signe que les temps ont changé. Mais le charme romantique du château ne sera jamais oublié grâce aux lithographies d'Adolphe Maugendre.